Bonjour à tous, bienvenue à notre première émission de l'année 2024 d'Endo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici la programmation du 14 janvier. La 27e édition du Téléradioton de la ressource, le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, les prêts d'accès microcrédit, mouvement Action Chômage PABO, une capsule sur le recyclage et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons cette semaine avec Claudie Cousin, intervenante chez l'organisme La Ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Elle va nous en dire plus sur leur 27e Téléradioton qui sera diffusé bientôt sur nos ondes. Bonjour Claudie. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de la mission de ton organisme, La Ressource? Oui, en fait, c'est la ressource d'aide aux personnes handicapées Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, les îles. Donc, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes handicapées de ces territoires-là. Notre mission est vraiment vouée là, à l'intégration sociale des personnes handicapées. Puis, on travaille à augmenter leur qualité de vie, dans le fond, en collaboration avec les partenaires du milieu là, communautaire et gouvernementaux. Donc, grosso modo, là, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'aide financière de dernier recours qu'on accorde aux personnes handicapées quand ils ont besoin, par exemple, de matériel médical, d'adapter leur domicile, d'équipements spécialisés et tout ça. Donc, quand c'est pas couvert par un autre programme de l'État, ben nous, on peut leur venir en aide de cette manière-là. Okay. Et puis sinon, on a aussi des services là, de défense des droits, on a un programme de supplément au loyer, tout ça. Donc, c'est vraiment là, tout dans le but d'augmenter la qualité de vie là, des personnes handicapées. Okay. C'est-tu seulement les personnes handicapées physiques? Non, c'est vraiment tous les handicaps. Là, donc, ça peut être visuel, physique, ça peut être les personnes qui vivent avec un spectre de l'autisme, okay. Tout ça. Okay. Bien, justement, vous faites un gros événement pour du financement. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, en fait, notre campagne de financement majeure qui revient à chaque année depuis maintenant 27 ans, c'est le Téléradioton de la ressource. Et donc, cette année, il y a le méga spectacle qui se passe le 13 janvier à Rimouski. On va avoir une belle brochette d'artistes là, cette année avec Guylaine Tanguay, il va y avoir Marc Derry, Pépé et sa guitare, René Wilkin et Benny Jones aussi, qui est un artiste gaspésien, qui vont être accompagnés par le Biz Biz Band. Donc, ça va être un très beau spectacle à Rimouski. Et ce spectacle-là est capté en images. Là, donc, on capte les meilleurs moments de la soirée pour les rediffuser le 21 janvier prochain. Donc, ça va être diffusé sur toutes les télécommunautaires de la région, aussi sur notre site web, laressource.tv. Et donc, les gens entre 10h et 20h vont pouvoir regarder le spectacle. Ça va être en continu. C'est un spectacle qui va être de 2 heures là, sur les ondes. Et puis, à ce moment-là, les gens vont pouvoir donner là, pour soutenir la cause. Puis un gros téléradioton comme ça doit impliquer une grosse équipe de bénévoles. Ça implique beaucoup de bénévoles. Les employés aussi travaillent d'arrache-pied là, à ce temps-ci de l'année pour mettre ça sur place. On a un directeur artistique aussi qui est très impliqué, Nelson Mainville, qui travaille fort depuis quelques années pour le Téléradioton. Mais oui, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait, entre autres pour de la sollicitation par la poste, la sollicitation téléphonique. Le jour du Téléradioton aussi, il y a plein de bénévoles et les employés qui prennent les appels pour les dons. Donc oui, ça fait beaucoup de monde qui travaille fort pour cet événement-là. Puis le Téléradioton, c'est pas seulement comme une campagne de financement pour vous aussi, c'est comme une plateforme pour que les personnes handicapées puissent parler de qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Ben oui, en fait, c'est une belle visibilité, en fait, pour les personnes handicapées. C'est un beau moment pour les faire rayonner, pour les faire voir au grand jour, eux qui sont souvent dans l'ombre. Donc, oui, c'est un beau moment qu'on en profite pour les faire rayonner. Et puis, de là aussi vient notre thème de cette année. Le Téléradioton est une grande histoire d'amour cette année pour nous. Donc, on voulait faire rayonner un peu ça, l'histoire d'amour entre les bénévoles, les gens qui donnent, les gens qui reçoivent nos services. C'est vraiment tout un territoire qui s'unit chaque année pour rendre ça possible. Donc, voilà, on voulait
faire refléter ça dans le thème du Téléradioton cette année. Puis les gens qui n'ont pas la télé communautaire, eux autres, où qui peuvent regarder ce spectacle-là, la journée du Téléradioton? La journée du Téléradioton, c'est diffusé en même temps, en temps réel, là, sur notre site web, donc www.laressource.tv. Donc, c'est toujours disponible là, en ligne si jamais les gens ont pas accès à la télévision. Oui, puis aussi, en allant sur votre site, vous allez voir tous les services que vous pouvez offrir aux personnes handicapées. Puis pour vous contacter aussi, ça doit être la meilleure place. Exactement, oui. Toutes nos coordonnées sont là, puis nos services, notre mission, nos programmes, etc. Bien, merci Claudie. Merci beaucoup. En janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Nous en avons profité pour rencontrer Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, afin de discuter de cette terrible maladie. Bonjour Bernard. Bonjour Valérie. Est-ce que la maladie d'Alzheimer, on connaît la cause exacte? On connaît la cause exacte, oui. Pour faire ça le plus simple, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est vraiment des gens qui ont des pertes de mémoire. Ça commence progressivement parce qu'on pense même que la maladie d'Alzheimer peut s'installer tranquillement dans le cerveau 15 ans avant l'apparition du diagnostic. Donc, la maladie d'Alzheimer, on peut vraiment dire que c'est associé à des pertes de mémoire. Et au vieillissement. Bien, au vieillissement, oui, parce que malheureusement, plus qu'on vieillit, plus qu'on a des chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, dès l'âge de 65 ans, à tous les bons de 5 ans, ben, la maladie peut les risques peuvent se doubler avec l'âge. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est une maladie encore aujourd'hui qui est due au vieillissement. Souvent, les gens, lorsqu'ils nous posent des questions, on dirait qu'il y a des plus jeunes qui ont la maladie d'Alzheimer maintenant. On dirait non, pas nécessairement. C'est parce qu'on entend plus parler, soit avec les réseaux sociaux, la télévision. Mais oui, encore aujourd'hui, il y a des gens dans la cinquantaine, début soixantaine, qui peuvent développer la maladie d'Alzheimer, mais c'est encore des exceptions. En janvier, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. Pouvez-vous me parler de votre thème cette année? Cette année, la campagne, c'est « Nous sommes votre premier lien », en faisant référence à des gens qui ont un diagnostic. Nous sommes une communauté d'experts. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a un diagnostic, bien, ça bouleverse des gens, des familles. Donc, dont l'importance d'avoir des sociétés Alzheimer partout au Québec qui sont là, faire de la sensibilisation auprès de la population, puis bien sûr, travailler, agir avec les gens qui sont touchés de près par de l'information, sensibilisation et avec les personnes atteintes, le plus d'activités de répit possible. Puis, est-ce qu'il y a un médicament qui existe pour guérir la maladie? Non, encore en 2024, malheureusement, c'est pas une maladie qui se guérit. Ça aussi, ça fait plusieurs années qu'on a ce genre de questions-là. C'est sûr qu'un jour, on sera probablement capable de guérir la maladie, mais encore aujourd'hui, même s'il y a énormément de recherches, là, on n'est pas capable de guérir cette maladie-là. Quel conseil pourriez nous donner quand on va visiter une personne qui est atteinte de troubles neurocognitifs? Bien, c'est s'adapter à sa réalité à elle, hein? Parce que les gens qui ont des pertes cognitives, des fois, ça ne paraît pas nécessairement. Des fois, ça paraît pas, hein? On le voit pas. Donc, je dirais, c'est de parler un répit, peut-être pas parler trop rapidement, prendre son temps. Ça se peut aussi qu'on aura à répéter, que la personne ne comprendra pas la première fois. Donc, c'est vraiment de s'adapter à la personne atteinte, là. Récemment, vous avez lancé le rallye de la mémoire. C'est quoi au juste? Bien, le rallye de la mémoire, ça revient à chaque année. C'est une activité de financement. Là, c'est un rallye qui est au coût de 20 $. Les profits vont à la Société Alzheimer. Mais c'est fait par une équipe de bénévoles des Îles-de-la-Madeleine qui travaillent à l'automne, à monter des questions, que ce soit des mots croisés, des mots magiques. Il y a des questions sur la Gaspésie-les-Îles. Et notre rallye là, est en vente depuis quelques semaines. Les gens peuvent l'acheter, ils peuvent nous appeler ici au bureau à Bonaventure. Puis, il y a des prix pour les meilleures performances, aussi que des prix de participation. Okay. C'est où exactement qu'on peut se le procurer? Les gens peuvent nous appeler ici
à notre bureau à Bonaventure, puis soit qu'on l'envoie par la poste ou même par courriel. Là, les gens, lorsqu'ils nous payent le 20 on peut leur acheminer. Puis c'est une belle activité, tu sais, c'est pas trop difficile. Il y a quand même un peu de recherche à faire, donc à stimuler son cerveau, tout ça. Fait que c'est une activité qu'on a depuis à peu près une dizaine d'années, là, avec le rallye de la mémoire. Donc on est bien content d'avoir cette activité-là. On a jusqu'à quelle date pour le compléter? Jusqu'à la fin mars. Okay. Donc, les gens ont encore le temps de se le procurer. Là. Oui, c'est un beau moment. Oui. Puis tout ça, c'est au profit de la Société d'Alzheimer. Oui, c'est une activité de financement, effectivement. Okay. Puis, avez-vous des chiffres sur combien de familles en Gaspésie seraient touchées de près par la maladie d'Alzheimer? Oui, en 2024, on estime que 2400 personnes, 2500 personnes sont touchées de la maladie d'Alzheimer. Donc, on le sait, avec le vieillissement de la population, le pic, la croissance, malheureusement, va se faire jusqu'en 2040. Où ça pourrait toucher plus de 4000 personnes là, au niveau de la Gaspésie-les-Îles. Puis après ça, ça va diminuer un peu parce qu'au Québec, le moyenne d'âge va diminuer un peu. Mais on sait que pour les 20 prochaines années, là, ça va être des gros défis parce que la courbe va continuer à augmenter avec le vieillissement de la population. Bien, merci Bernard. Bien, ça fait plaisir. À bientôt. Pour bien commencer l'année, il est judicieux d'envisager un prêt via Accès Microcrédit pour le lancement de votre petite entreprise et d'avoir recours à leur soutien et ainsi qu'à leur service d'accompagnement. Yann Tremblay, le coordonnateur analyste chez Accès Microcrédit, nous renseigne sur leur service. Bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me présenter ton organisme? Oui, mon nom c'est Yann Tremblay, coordonnateur analyste pour Accès Microcrédit Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. C'est quoi la mission de Microcrédit? Accès Microcrédit, on est une organisation qui fait de l'accompagnement auprès d'entrepreneurs en démarrage, à tout stade du développement de l'entreprise, démarrage, prédémarrage, idéation, mais aussi du financement de petits prêts, jusqu'à 20 000 $ à des promoteurs pour des projets d'affaires. Puis, à travers ça aussi, on fait des ateliers de développement de compétences sur différents thèmes tout au cours de l'année, là, partout dans la région. C'est quoi la différence entre un prêt avec votre organisme puis une institution financière traditionnelle? En fait, Accès Microcrédit, on est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance reconnu. On intervient auprès d'une clientèle souvent plus éloignée du monde de l'entrepreneuriat, qui vit peut-être en situation plus précaire financièrement et socialement. Donc, on porte beaucoup moins attention au dossier de crédit, par exemple. Ce n'est pas un frein à l'émission de nos prêts. Puis, c'est des prêts à la personne sur l'honneur. Donc, il n'y a pas de garantie, on ne prend pas de garantie. On travaille beaucoup avec le promoteur pour développer son projet. Donc, on l'accompagne. C'est pas juste on prête et on laisse aller. On travaille avec eux pour optimiser les chances de réussite du projet. Puis, dans les modalités de remboursement, on essaie d'être assez flexible aussi là, pour si les personnes vivent des difficultés, bien, on est accommodant, puis on travaille encore plus avec eux. Okay. Pouvez-vous me donner un exemple de quelques entreprises que vous avez aidées récemment? Oui, bien, partout dans la région, là, ou dans la région aussi. On a été beaucoup actifs dans les projets maraîchers dans les dernières années. La ferme La Chaleureuse à Carleton, le restaurant La Sarcelle à Gaspé, par exemple. Aux îles de la Madeleine, Espace Nature qui font des boîtes à lunch aussi. Un salon de toilettage à Pointe-à-la-Croix pour chiens. Ça touche vraiment à tous les domaines, autant dans le domaine maraîcher, art et artisanat, services, oui. Ça, c'est une autre différence qu'on a avec les différentes autres organisations qui prêtent, c'est qu'on n'exclut pas de secteur d'activité. Okay. Du commerce de détail, restauration, esthétisme et coiffure, des fois, c'est comme... Là, les autres iront peut-être pas jouer là-dedans parce qu'il y a plus de risques. Ben nous, oui, on va porter attention au marché, voir si le projet est viable, mais c'est pas ce qui va arrêter le prêt, là. Okay. Parlez-moi donc un peu plus de vos services d'accompagnement. Les services d'accompagnement sont beaucoup selon les besoins du promoteur. À la base, c'est pour travailler le projet, donc on parle principalement de travailler les prévisions financières, le plan d'affaires, comme la plupart des organisations, mais on est prêt aussi à s'arrêter selon les besoins spécifiques du client. Si il veut sonder le marché et travailler son marketing, on peut travailler avec lui avec un plan de marketing sommaire. On n'est pas des
une organisation professionnelle. Fait que si les gens ont des besoins plus spécifiques, on va les orienter vers des entreprises spécialisées, mais on va les accompagner pour au moins mettre sur pied la base, donner un bon départ à l'entreprise dans ces différents aspects-là. Puis, sinon, trouver la ressource qui va pouvoir nous aider, là, comme je disais, comme on a parfois des clients qui viennent de milieux plus difficiles, ben on va travailler avec d'autres organisations, comme la CEF, par exemple, qui travaille plus les budgets personnels pour essayer de redresser la situation personnelle, pour ensuite peut-être se lancer en affaires. Puis si on voudrait avoir des informations, ça serait où la meilleure place pour vous contacter? Notre page Facebook est un bon point de départ. Le site Internet, amcgim.org, ou par téléphone au 418-534-3834. Bien, merci beaucoup, Yann. Ça fait plaisir. Merci. Il est facile de se sentir perdu face aux nombreux critères requis et au fonctionnement complexe de l'assurance-emploi du Canada. On vous invite donc à écouter Nadia Mongeon, la coordonnatrice chez Mouvement Action Chômage PABOC, nous en parler. Est-ce que tu peux m'expliquer la mission d'Action Chômage? Bien, en fin de compte, nous, on est un organisme qui a été fondé en 1989, puis le but de tout ça, c'est vraiment... on a trois objectifs, si tu veux, dans notre mission. Bien, notre mission, c'est de défendre les droits des gens, puis les informer. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'information. Fait qu'on doit tenir les gens informés à propos de la loi, de l'assurance-emploi. On a aussi la défense des droits. Donc ça, c'est quand les gens ont des problèmes pour avoir leur assurance-emploi, pour plein de raisons. Et le troisième point, c'est faire de la représentation politique, c'est-à-dire essayer de faire de la pression sur le gouvernement pour que la loi de l'assurance-emploi soit améliorée. Pouvez-vous m'expliquer les critères pour être admissible à l'assurance-emploi? Bien, en fin de compte, la première chose, c'est d'avoir un travail qui est rémunéré. Donc, il faut que tu aies une vraie relation de travail. Donc, ça, c'est le premier critère. Ensuite, il y a une question d'heures. Donc là, le nombre d'heures varie d'un mois à l'autre parce que ça fonctionne avec un pourcentage des statistiques là, que le gouvernement fait. C'est que le taux de chômage va venir jouer sur le nombre d'heures requis pour se qualifier. Ah, OK. Fait que donc, plus le taux de chômage est bas, plus d'heures il va vous falloir pour vous qualifier. Est-ce que le bas taux de chômage dans notre région affecte d'autres aspects de l'assurance-emploi? Bien oui, en effet, ça affecte le montant des prestations. C'est que plus le taux de chômage est élevé, le diviseur rapetisse. Donc, si on parle de quand on était à 420, on divisait, quand on fait le calcul des prestations, on prend le montant gagné fois 55 %, puis divisé par un chiffre qui correspond au taux de chômage. Puis dans ce temps-là, à 420 heures, on divisait par 14. Mais en ce moment, comme là, aujourd'hui, si on fait le même calcul, mettons que vous avez gagné 10 000, on fait fois 55 %, bien, au lieu de diviser par 14, on va diviser par 18. Ce que ça va faire sur votre prestation d'assurance-emploi, c'est un manque à gagner. Si, mettons que ça vous donnait auparavant une prestation d'environ 390, bien, il faut enlever à peu près une centaine de dollars. Fait que c'est incroyable, là. Ça diminue les prestations. Le bas taux de chômage fait que ça te prend plus d'heures pour te qualifier, tu as moins de semaines de chômage, puis en plus, tu reçois moins d'argent sur tes prestations par semaine. Pouvez-vous me parler des préjugés face à l'assurance-emploi? Bien, les préjugés, ce qui arrive, c'est que souvent les gens vont dire, par exemple, que les gens qui sont sur l'assurance-emploi, c'est des paresseux. Mm-hmm. Bien, il faut dire deux choses. Premièrement, les gens qui se retrouvent sur l'assurance-emploi, souvent, ils ne l'ont pas demandé. Surtout nous, en Gaspésie, on a beaucoup de travail dans l'industrie saisonnière. C'est pas du travail à l'année, puis ils peuvent pas le faire à l'année. C'est impossible. Mm. Ces gens-là, en plus, ils travaillent presque 6-7 mois en un temps
raccourci. Donc, je ne sais pas si on peut dire que quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7 à 10 heures par jour, si c'est un paresseux. Pas sûr que c'est un paresseux. Fait que il faut vraiment penser avant de dire des choses comme ça parce que il faut se mettre dans la peau de l'autre personne. Puis, on nous dit souvent là, dans ce temps-ci, « Ah, mais il y a de l'ouvrage pour tout le monde. » Ah oui, il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Il y a 9300 quelques personnes qui travaillent dans l'industrie saisonnière en Gaspésie et aux îles. Je sais pas, moi, j'ai pas vu 9300 quelques jobs offerts en Gaspésie et aux îles. Pas du tout. On a même fait un exercice l'année passée, au mois de février, moi et ma collègue. Elle a sorti tous les jobs qui étaient offerts, puis on a regardé qu'est-ce qui était possible. Sur le 3/4 des jobs qui étaient offerts en février, le 3/4, c'était du travail pour l'industrie saisonnière. Donc, c'était pour l'été, en prévision de l'été. Il restait un quart. Sur le quart, on est allé voir c'était quoi les prérequis pour ces jobs-là. Bien, sur les 3/4, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 emplois qui auraient pu convenir à quelqu'un de l'industrie saisonnière. Les autres demandaient de la scolarité ou des connaissances particulières. Télévac vous offre une série de capsules d'informations sur le recyclage. Notre premier reportage traitera sur le carton. Écoutons Laurent Gélina, chargé de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ici parce que tu vas nous donner des trucs comment bien recycler. Exact. Oui, on parle du recyclage. Le recyclage est implanté depuis 1998 ici dans la MRC du Rocher-Percé. Ça fait un bon bout de temps. Il y a encore des matières qui posent problème pour des citoyens, donc on va être là pour y voir un peu plus clair. Donc, premièrement, 3 mots-clés à connaître. C'est contenant, emballage, imprimé. Ça, c'est les 3 types de matières qu'on devrait retrouver au bac à déchets. Puis avec ces 3 mots-là, on vient éviter pas mal de matières qui n'auraient pas dû se retrouver dans le bac. Par exemple, on reçoit beaucoup de vêtements, beaucoup de bottes, des chaussures, des sacoches. On reçoit aussi des matériaux de construction. Tout ça, si on se pose la question, est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, ça va déjà permettre de savoir que ça ne va pas au bac. Donc, un vêtement, par exemple, c'est pas un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Donc, tout simplement, ça ne va pas au bac. Donc, ça s'arrête là. Ensuite, il y a 5 catégories de matières qui sont acceptées au bac. Là, on va voir ça un petit peu plus en détail tout de suite après. Il y a le papier, carton, plastique, verre, métal. Donc, c'est vraiment les 5 matières. Si vous avez un produit qui n'est pas dans l'une de ces 5 matières-là, disons, je prends l'exemple d'une boîte de clémentines. Hein, on voit surtout ça, ça va commencer bientôt le temps des clémentines, donc l'automne, l'hiver. On retrouve beaucoup ici de boîtes de clémentines au centre de tri. Les gens, ils se disent, c'est un contenant, on avait des clémentines dedans. Donc, la logique est bonne, c'est un contenant, mais c'est en bois. Et puis le bois, malheureusement, on trouve ça nulle part. De plus en plus, il y a des boîtes de carton, des boîtes de clémentines en carton. Donc ça, effectivement, ça ira au bac bleu. Mais pour ce qui est des boîtes de clémentines en bois, ça y va pas. Donc vraiment, c'est vraiment le principe qui guide pas mal qu'est-ce qui va au bac bleu. Puis on va voir un petit peu plus, avec un peu plus de détails, qu'est-ce qui va au bac, mais ça donne vraiment une bonne idée, là, 98%, là, si on répond à ces critères-là, on se doute que ça peut aller au bac bleu. Donc là, on va vérifier, on va se pencher là-dessus. Donc on va commencer peut-être par le papier carton. Okay. Donc, on va commencer le papier carton. Ça, j'ai pas trop besoin d'expliquer. Il n'y a pas trop de problèmes d'habitude avec le papier carton. Mais un des problèmes qu'on a, c'est les circulaires. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui laissent les circulaires dans les sacs en plastique. Donc, nous, une des tâches qu'on a à faire ici au centre de tri, c'est d'ouvrir ça, parce que les matières doivent être séparées. Tantôt, on a dit les 5 catégories de matières, mais il faut les avoir le plus séparées possible. Si on a les deux, on ne met pas le plastique et le papier à la même place, donc il faut vraiment séparer les deux. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, dans votre bac bleu, vous ouvrez le sac du Publisac, vous mettez en vrac dans le bac le sac et puis les circulaires. Même chose pour ça ici, des cartons à canettes ou à bouteilles de liqueur. Ouais. Nous, les employés ici au centre de tri, ils doivent eux-mêmes ouvrir ça. Donc, ce qui serait apprécié, ce serait que les citoyens ou les commerces séparent directement ces matières-là. Et puis là, dans les deux cas, c'est en papier, en carton, ça va au recyclage. Je vois que tu avais une boîte à pizza. Oui. Ça m'a toujours intégré, là.
Quand Ça, elle est toute souillée. Quand elle est toute souillée, ben, il y a des limites à être souillée. Ça, une boîte à pizza comme ça, on voit il y a un petit peu de tache de gras, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ça, on pourrait la passer à la limite dans le carton. On voit à quoi elle ressemble, on pourrait la passer. C'est sûr, s'il reste plein de sauce, c'est beurre et de sauce, puis qu'il y a du fromage collé sur le carton, là, on dirait, ouais. Sur notre territoire, dans la MRC du Rocher-Percé, ça va au bac brun pour le compost. Vous pouvez même mettre ça dans votre composteur domestique, peut-être, si c'est trop souillé. Mais c'est ça. Donc, ça dépend du niveau de saleté. Okay. Si c'est peu comme ça, c'est tolérable. S'il y a vraiment trop de nourriture dedans, ben là, ça irait au bac brun. Un autre exemple maintenant, tantôt, ça c'est une boîte à biscuits, hein? Tantôt on parlait multimatière, ben c'est ça, c'est un emballage multimatière, il y a du carton, puis il y a aussi du plastique à l'intérieur. Des fois il y en a qui, on voit il est assez propre, hein? Les gens ont fait l'effort d'enlever les miettes, mais ils l'ont rangé ensuite dans la boîte. Puis nous, rendus au centre de tri, ben, les employés doivent séparer les matières, on le rappelle. Donc ils vont devoir reprendre la boîte, mettre le plastique d'un côté, et mettre le contenant en carton de l'autre. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis ça, il faut faire attention aussi au plastique. Là, je le reconnais, ce plastique-là, il se casse aussi. Ça semble être en polystyrène. Donc, le polystyrène, c'est le plastique numéro 6. Tantôt, on a dit qu'on le prenait pas. Ah, je vois justement, il est écrit PS numéro 6. Il est écrit tout petit, mais je le reconnais. Juste au son qu'il fait, là, je le reconnais, ça c'est le plastique numéro 6. Donc ça, malheureusement, ça ne va même pas au bac bleu. Donc au bac bleu, vous ne mettez pas ça de 1, on ne met pas les deux regroupés. Et ensuite, ben, on vient mettre ça au bac à déchets et ça au recyclage. Donc il faut vraiment bien séparer les matières pour bien préparer ça pour nous faciliter les opérations ici, au centre de tri. Puis une autre... J'ai ressorti ça. Des fois, il y en a qui, justement, on voit la boîte à biscuits. Ça, c'est un petit peu la même chose. Quelqu'un qui s'est dit, tiens, une belle boîte en carton, on va remplir ça de matière. Ça va prendre moins de place dans mon bac. Ouais. Ça, tu sais, je sors de ma maison, je vais juste mettre la boîte dans le bac, ça va être beaucoup plus simple. Là, on voit, ben, c'est la même réalité rendue ici, là. Donc, on a des contenants de plastique, on a une bouteille de vin. Tout ça dans la boîte à carton. Tu sais, une chance qu'on l'a attrapé, parce que si ça allait passer plus loin, on aurait peut-être pu penser que c'était du carton, puis là, on aurait tout mis ça, ces matières-là, dans le carton. Donc, c'est important de bien séparer les matières. Okay. Donc, le carton, ça va quelque part, le verre, ça va ailleurs. Dans votre bac bleu, on met tout ça en vrac. Puis tout ça, ben, c'était bien des matières recyclables, effectivement. Ça, on voit, si on regardait attentivement, on verrait tous les chiffres. Je vois numéro 1, numéro 2 là-dessus, avec le triangle. Et même chose ici, je vois numéro 1. Donc tout ça, c'est des matières recyclables, mais il fallait juste pas les mettre regroupées dans la boîte. Donc on essaye de séparer en autant que possible toutes les matières. Et maintenant, votre chronique, rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Le 17 janvier, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer offre une conférence sur les changements de la mémoire liés à l'âge et les signes à surveiller. La conférence est en ligne et gratuite de 11h30 à 13h. Inscription via https://bit.ly conférence mémoire et vieillissement. Le 18 janvier, au Centre culturel de Passepébiac, présentation du film La Passion de Dodin Bouffant. Pour réservation, 418-752-5200, poste 1. Les mercredis 17, 24 et 31 janvier, entre 8h30 et 15h, Femmes entre elles propose un concept d'espace de travail collectif pour travailleuses autonomes ou en télétravail et étudiantes. Au 440 Commercial Ouest à Chandler. Pour information, 418-689-7224. Le 20 janvier à 18h, souper et soirée barbue salée au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Apportez votre consommation. Musique et animation par Chantal Castillou. Contactez-nous pour vos billets. Fabien Thériault au 418-752-2812 ou le 418-752-3915 ou tout autre membre du Club Optimiste. Bonne semaine à tous. Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @commercialtelevague.com ou véronique.televague@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous!
Ceci termine votre émission d'Eldoca du 14 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine!